Salut, c'est Sandro pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience dans le Transmongol, le train qui va de Moscou à Ulaanbaatar, capitale de la Mongolie, et on en parle de suite. Le billet en poche à la gare à Moscou, c'est pas une gare, c'est pas un truc, il faut pas imaginer quelque chose avec un bâtiment où vous rentrez dedans, non, c'est une sorte de plaine comme ça avec des tonnes de trains, et donc il faut trouver son train. J'ai eu la chance de tomber sur une Mongole qui m'a renseigné, qui parlait anglais, parce que je devais être la seule parmi tout le groupe, pour me dire où était mon train et quel wagon il y avait marqué, parce que je ne comprenais pas trop ce qu'il y avait marqué. Et quand je suis arrivé à mon train, en fait, je m'attendais à beaucoup de passagers, mais en fait, il y avait plus de bagages que de passagers. C'était un truc de fou, c'était des tonnes de sacs énormes qui longeaient tout le train. Le train était énorme, en plus, c'était un truc genre de 30 ou 40 wagons. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est un camion, c'est un train de marchandises. Voilà, je trouve ma cabine, on va dire, donc c'est des cabines de 4, un peu je crois comme à la SNCF. Et donc je suis seul, je me dis ah cool, je prends ma cabine, je me mets dedans et je m'allonge sur le lit. Et là d'un coup il y a 3 Mongols qui arrivent, un couple et une femme, une amie de ce couple. Et là ils arrivent avec à peu près 350 kg de bagages. Et j'exagère pas, des sacs comme ça, des trucs de fou. Et ils commencent à sortir des trappes sous le sol, ils ouvrent le sol, ils en foutent dedans, le plafond, sur les lits, un truc incroyable. Et ils ont réussi à rentrer 250 kg de matériel. Et je vous dirai pourquoi, qu'est-ce que c'était ce matériel après. Donc le train part, et là la communication est assez difficile parce qu'en fait ils ne parlent pas un mot d'anglais et pas un mot de quoi que ce soit d'autre que du mongol. Donc on va parler gestes, mais ils sont super doux, super gentils, donc il n'y a pas de problème. Je vais vite faire un tour dans le train et si vous voulez, quand vous êtes dans le train, il y a le wagon restaurant et c'est tout. C'est-à-dire qu'après c'est que des wagons cabines comme la mienne et avec plusieurs classes. Et après, il y a ce qu'on appelle des salles de bain, mais qui n'en sont pas, c'est-à-dire un petit lavabo à peu près comme ça, et avec des WC. Voilà, terminé. J'ai été faire un tour dans le wagon restaurant pour voir un petit peu, et parce que normalement c'est là qu'on mange, mais en fait déjà c'est assez cher, c'est assez coûteux, et surtout, à part les occidentaux, et j'imagine des Russes aussi, mais surtout des occidentaux, complètement bourrés au bar, les yeux dans le vide, ça m'a pas donné envie d'y retourner, donc j'ai été juste pour voir. Bref, donc je tisse des liens avec mes amis mongols qui me fournissent de la nourriture chaque jour. Tous les jours, ils arrivaient à me donner de la nourriture. Le pire, c'est qu'ils arrivaient à me donner de la nourriture chaude, c'est-à-dire du riz préparé avec un peu de viande et des légumes dans des sortes de gamelles. Mais d'où il a sorti quoi? Parce que le train, il s'arrête souvent. Et à chaque gare, on m'avait dit, oui, tu verras à la gare, il y a des repas, des gens qui donnent des repas, qui vendent des repas, pardon. Je suis jamais tombé sur ça. Alors, bien sûr, il y avait des vendeurs de fruits ou de bonbons. Et ce que je faisais, c'est que j'allais sortir en échange. Je sortais, j'allais acheter des bonbons ou des fruits et en échange de leur bouffe, je leur donnais des bonbons ou des fruits. Parce que bon, c'est bien de prendre, mais je pense qu'il faut toujours redonner quoi. C'est toujours un échange, c'est pas quelque chose qui va que dans un sens. Donc c'est ce que je faisais et apparemment ils étaient contents, donc ça allait. Mais pour trouver des repas chauds, c'était la misère. Donc je me suis demandé comment ils trouvaient ces repas quoi, tu vois. Ils arrivaient comme ça alors que le train était en marche et d'un coup ils sortaient 4 repas chauds. Alors un jour je les ai suivis. Et je me suis aperçu qu'en fait, ils cuisinaient dans un autre wagon. C'est-à-dire qu'en fait, vous imaginez la même cabine avec 4 lits, sauf que dans une, ils ont mis un but à gaz comme ça, une bonbonne de gaz grande comme ça, avec un réchaud, un truc de fou, et une marmite énorme. Et ils nourrissaient toute la famille, tous les amis de ce qu'ils avaient. Donc ça fait un truc énorme comme ça dans le train. Et là, t'avais un mec qui était comme ça, tranquille, en train de cuisiner sa bouillabaisse, je sais pas ce que c'était, plein de riz et de trucs. Pas de la bouillabaisse, non ça c'est sûr, c'est marseillais. Et donc c'est de là qu'il venait. En fait il cuisinait dans le train. Moi je me suis imaginé en France, t'imagines le gars avec son réchaud qui cuisine dans la cabine, un truc incroyable. Bref, plus tard j'ai compris à quoi servaient tous ces sacs en fait. Je pensais qu'en fait ils voulaient importer de Moscou
à la Mongolie des fringues ou n'importe quoi d'autre, des objets électroniques, quoi que ce soit, pour les revendre. Mais en fait, c'est pas du tout ça. En fait, ils revendent ce qu'ils achètent à Moscou pendant le voyage aux autres Russes tout le long du voyage. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des gros arrêts, et bien en fait, ils vendent par les fenêtres, ils passent par la porte et tout ça aux Russes. Alors, j'imagine que la marge, elle n'est pas très élevée, mais que les Russes ne le font pas, tout simplement parce qu'ils voudraient une marge plus haute, donc c'est les Mongols qui font ça. Donc tous les Mongols, je pensais que c'était juste ma famille, les gens qui étaient avec moi dans la cabine qui faisaient ça, mais non, en fait, tous, ils faisaient la même chose, ils vendaient tous par la fenêtre, et c'était un mix total, une folie. À chaque arrêt, une grosse ville, donc je pense à peu près toutes les, on va dire en 3 ou 4 villes, ça a été comme ça. Un marché ambulant qui dure à peu près 30 minutes ou moins, avec tout le monde cachette, qui déchire les trucs et tout, un truc incroyable. Donc voilà pourquoi les sacs, c'était pour faire de l'argent en fait en route. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le train, quand il s'arrête, on ne sait pas où c'est qu'il s'arrête, on ne sait pas combien de temps il s'arrête et quand il va s'arrêter. Donc c'est toujours une surprise. Et à un moment donné, ça faisait longtemps qu'il roulait sans s'arrêter et je voulais acheter des fruits, des bonbons, des trucs comme ça. Et à un moment donné, boum, il s'arrête. Et je dis, putain, je vais en profiter. Donc je regarde un peu par la fenêtre et je vois qu'il y a des petits stands. Et donc je dis à mes acolytes, on va les appeler, de surveiller mon sac, comme d'habitude, ils sont à l'habitude, ils me disent ouais, vas-y. Et je pars dehors et donc j'arrive sur ce stand et ce stand il a pas mal de trucs que j'avais jamais vu de ma vie. Il y a sans doute des mélanges russes que je connaissais pas, donc je demande un peu de ça, mais comme d'habitude je négocie, donc je négocie et tout ça. Et là j'arrive à avoir un bon prix, j'ai un bon paquet et tout, je suis super content. Et je me retourne et le train était parti. Il n'était pas complètement parti, mais il était en route pour partir. Il y avait juste les 3 derniers wagons. Et là, je fais putain, et je commence à courir. Et seulement le quai arrivait à la fin. Donc même si je pouvais, il fallait que je cours pour avoir la même vitesse que le train. Mais si j'arrivais après le quai, c'était la mort parce qu'après c'était c'était la pampa, quoi. C'était juste directement le gazon et les arbres et tout ça. Donc je courais et je crois que j'ai sauté dans l'avant-dernier train, quoi. Mission Impossible Mongolie. Donc je me suis accroché comme ça l'avant-dernière porte, et j'ai réussi à monter dans le train. Une aventure, comment dire, qui m'a fait un peu palpiter le cœur. C'est pas le fait de perdre mon train ou quoi que ce soit, c'est pas grave, c'est juste que mes affaires étaient là-bas, quoi. Et je me demande même si j'avais mon passeport sur moi ou s'il n'était pas dans le train, quoi. Donc c'était surtout ça qui me faisait paniquer, que je voulais pas rater mon train, bref. Et une fois à l'intérieur, donc il fallait que je me tape tous les wagons jusqu'au mien qui était pas pratiquement un des premiers. Et là, j'arrive au bout de 2 wagons et je tombe sur mes acolytes de chambrée qui sont là paniqués, ils sont là avec les yeux et ils me prennent dans leurs bras et tous sont là à me réconforter et tout ça. Et je me suis dit putain, les mecs ils me connaissent depuis une journée ou deux et ils s'inquiètent pour moi, quoi. Ce peuple, quoi qu'on en dise, ce peuple il sera toujours dans mon cœur. Vraiment, c'est un peuple incroyable, les Mongols, vraiment. Bref, le voyage touche à sa fin. Ça fait pratiquement 4 jours qu'on est... Ouais, c'est ça, 4 jours de train. Juste pour dire un petit truc, c'est que 4 jours de train, on prend pas de douche, normalement. Mais eux, ils en prennent. Alors, ils amènent des sortes de petites balles comme ça et ils bouchent le lavabo avec. Et ils se nettoient les cheveux et tout ça. Les femmes, elles sont très très coquettes. Elles se maquillaient 4-5 fois par jour dans le wagon comme ça avec leur petits trucs. Ça m'a fait halluciner, quoi. Et ils prennent des douches dans le lavabo, dans ce petit lavabo qui doit être comme ça. Et ils se douchent à l'intérieur. C'est hallucinant, quoi. Et la chose qui m'avait aussi marqué, c'est qu'ils aimaient bien mes poils. Elles me caressaient toujours, surtout les femmes, bien sûr. Elles me disaient c'est bien, good. Je pense que ils sont attirés on est attiré par les choses qu'on n'a pas. Donc j'imagine que comme ils sont la plupart imberbes, le fait d'avoir des poils, peut-être ça fait plus masculin, je sais pas, mais ils adoraient ça. Bref, donc au bout de 4 jours, d'un coup le train commence à chanter. C'est-à-dire que c'est comme, imaginez, je sais pas, à peu près 200 Mongols qui chantent en même temps dans le train, quoi. Là tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait ce qui se passe c'est qu'on arrivait dans leur pays et ils étaient joyeux, donc ils ont chanté toute la nuit
jusqu'à 6 h du matin, un truc comme ça, pour fêter l'arrivée dans leur pays. Et même visuellement, ça se voyait dans les paysages. On est passé de, comment expliquer le paysage sibérien, des arbres, une sorte de sapin, voilà, imaginez les sapins que vous voyez dans les BD, tu sais, du chaperon rouge, une sorte de grands sapins avec les feuillages, c'est pas des feuillages, c'est des épines qui commencent très très haut, qui finissent, vous voyez, le truc, et bien tout le temps ça, comme ça, tout plat, comme ça, et avec des lacs, bien sûr, hein, surtout le Baïkal, hein, qui dure au moins un jour non-stop, tellement qu'il est grand, que ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, d'un coup, on arrive à des vallées vertes et avec des rochers, des couleurs incroyables parce que le soleil peut bien passer comme ça tout droit. C'est vraiment... J'aurais pu définir la frontière sans avoir à attendre quoi que ce soit. C'est-à-dire que sans savoir que c'était la Mongolie, j'aurais pu dire là, là on est en Mongolie. Et donc nous arrivons à cette frontière où nous sommes restés 3 heures du côté russe pour les vérifications de visa, de passeport, etc. Et d'ailleurs, j'avais entendu des histoires comme quoi ça durait 2 jours. Il y a un gars qui m'a dit qu'il est resté 48 heures bloqué comme ça, ici, dans le train, super. Et il y en a un autre qui m'a raconté qu'ils avaient pris son passeport, ils étaient partis avec, et le train avait redémarré, il n'avait toujours pas son passeport. Bref, mais moi, ça m'est pas arrivé, ils ont vérifié sur place, il n'y avait pas de problème, mais quand même 3 heures d'attente. Et de l'autre côté, côté mongol, c'était genre 45 minutes ou 1 heure, donc comme quoi, ils vérifiaient plus du côté russe quand même. Et donc voilà, nous sommes arrivés à Ulaanbaatar et tout le monde était super, et, ben, je pense qu'ils avaient bu aussi parce qu'ils étaient un peu rouges, mais super joyeux. Et j'ai dit au revoir à ma famille d'adoption et je suis parti découvrir la Mongolie, un pays que d'ailleurs j'ai adoré, j'ai tellement adoré que j'ai doublé mon visa. Et c'est pour ça que je vais vous raconter 2-3 anecdotes sur ce pays d'ici peu. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis comme d'habitude, ne lâchez rien et bien sûr, et comme d'hab, bon c'est présent.